Parce que vous pensez qu'il n'y a pas d'indicateur aujourd'hui qu'on puisse utiliser, qu'on en arrive à l'un de vos combats principaux, qui est celui pour un revenu inconditionnel. Pourquoi mettre en place un revenu inconditionnel? Comment est-ce que ça résoudrait ce problème de salaire? Et quelles en seraient les caractéristiques? Alors, je ne pense pas que ça puisse résoudre seule la question de la justice salariale. Par contre, mon raisonnement, c'est de dire... De fait, quand on raisonne, quand on réfléchit un peu à l'utilité sociale, à la contribution à l'utilité commune, on s'aperçoit que notre contribution excède largement le champ du travail, le champ de l'emploi. Il y a des tas d'activités qui aujourd'hui ne sont pas rémunérées, qui ne sont pas réalisées dans le champ de l'emploi et qui sont juste indispensables au fonctionnement de la société. Donc si on prend l'utilité sociale au sérieux, si on se dit effectivement chacun devrait être rétribué à proportion de sa contribution à l'utilité commune, alors il faudrait, ça me semble être un bon départ pour justifier le versement d'un revenu, la mise en place d'un revenu inconditionnel, au nom de la contribution de tous à l'enrichissement collectif. Et donc à combien s'élèverait ce revenu inconditionnel selon vous et à qui il s'adresserait? Alors moi je fais une défense que je qualifierais de gauche et décroissante du revenu inconditionnel. Donc par rapport aux propositions de droite, j'insiste sur le fait que le montant de ce revenu inconditionnel doit être suffisant. Et par suffisant, j'entends toujours trois choses. Suffisant pour échapper à la pauvreté, suffisant pour échapper à l'exclusion et suffisant pour échapper à l'exploitation. Donc suffisant pour échapper à la pauvreté, ça veut dire que son montant doit être au moins égal au seuil de pauvreté. Donc en arrondissant, disons, 1100 euros par personne aujourd'hui en France. Suffisant pour échapper à l'exclusion, ça veut dire que ça doit permettre d'accéder aux biens et services essentiels à une participation active à la société. Et suffisant pour échapper à l'exploitation, ça veut dire que ça doit permettre de se passer durablement d'emploi. Et comment est-ce qu'on finance ce revenu inconditionnel? Est-ce que c'est l'éternelle question? Alors c'est une question que j'évacue là dans le livre, un peu facilement. Parce qu'en fait c'est une question à tiroir. Généralement, pour y répondre, je retourne la question. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui peut nous conduire à poser la question du financement? Et je vois 4 raisons qui peuvent nous conduire à poser la question du financement. D'une part, on peut se dire en fait qu'on n'a clairement pas les moyens. Effectivement, si on met en place aujourd'hui un revenu inconditionnel tel que celui que je propose, donc je ne l'ai pas précisé, mais donc je le reprécise pour que ce soit clair. Revenu inconditionnel, c'est revenu qui est versé sans condition et sans contrepartie. Donc sans condition d'âge, sans condition de nationalité, sans condition de situation familiale. Vous dites c'est résidence sur le territoire? Ouais, juste la résidence. Comme pour l'impôt. Et sans contrepartie, ça veut dire qu'on ne va pas demander aux bénéficiaires de réaliser un travail d'intérêt général, qu'on ne va pas demander aux bénéficiaires de rechercher activement un emploi, etc. Donc, si on met en place un revenu inconditionnel, est-ce que celui que je défends, il faut imaginer, en gros, débloquer 600, 700 milliards d'euros chaque année. Ce qui est une somme conséquente, c'est l'équivalent du budget de la protection sociale aujourd'hui. Et donc on peut se dire, on n'a clairement pas les moyens. Sauf que mathématiquement, on a les moyens. Si on regarde aujourd'hui le revenu disponible par tête en France, donc on prend l'ensemble du revenu disponible, on divise par le nombre de personnes sans faire attention, mineurs, majeurs, etc. Aujourd'hui, on a un revenu disponible qui est de l'ordre de entre 1600 et 1700 euros. Donc, si on partage à part égale le revenu disponible, encore le revenu disponible, c'est le revenu qui nous reste une fois qu'on a payé les impôts, les prestations sociales et qu'on a perçu les prestations sociales. Donc, si on partage à part égale, on a 1700 euros par personne. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Donc, si on est capable de donner 1700 euros à tout le monde, à part égale, on est capable d'avoir 1100 euros pour tous les majeurs et un peu moins pour tous les mineurs. Mathématiquement, c'est possible. Donc, c'est pas ça qui doit nous conduire à dire c'est pas finançable. Le deuxième motif, qui conduit à poser la question du financement, c'est de se dire ok, c'est possible, mais ce ne serait pas juste, parce que ça supposerait un tel transfert de richesse que ce serait un prélèvement indu pour les plus riches aujourd'hui. Sauf que moi, le fondement que j'utilise pour défendre le revenu inconditionnel, c'est de dire en fait, tout le monde a droit à un revenu inconditionnel, pas de manière généreuse en disant il faut absolument que tout le monde ait droit à un revenu au nom du droit à la vie, etc. Moi, mon fondement, c'est de dire tout le monde a droit à un revenu inconditionnel parce que tout le monde contribue à l'enrichissement collectif. En fait, tout le monde contribue à produire le gâteau, donc tout le monde a droit à une part du gâteau, une part suffisamment grande pour continuer à le produire dans de bonnes conditions. Donc en fait... Et là, on vous dira les gens qui ne travaillent pas ne produisent rien. Les gens qui restent chez eux toute la journée ne contribuent pas au gâteau. Alors, du coup, les gens qui ne travaillent pas ne produisent rien. On voit assez facilement, encore une fois, quand on prend au sérieux la question de l'utilité sociale, que c'est faux. À l'évidence, il n'y a pas que dans l'emploi qu'on peut contribuer à l'enrichissement collectif. Il y a Vous pensez au travail gratuit Évidemment.
Ouais. Au care à la maison, justement, dans la sphère domestique. Ouais. Aux soins des autres à la maison, aux activités bénévoles en tout genre. Et moi, ma position, c'est de dire, en fait, on est tous bénévoles dans une grande association qu'on appelle société. D'une manière ou d'une autre, on contribue tous à l'enrichissement collectif, ne serait-ce qu'en maintenant le lien social, en faisant en sorte qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. En fait, ma position à la suite de François Flavot, c'est de dire, s'il n'y a pas de lien social, il y a juste rien. Et tout le monde participe à ça. Et je ne vois pas la logique qu'il peut y avoir à dire j'en ai vu 2-3 qui ne contribuent pas, du coup punition collective, plus personne n'aura de revenus inconditionnels. En fait, si on me dit il y a des gens qui restent enfermés chez eux et qui n'ont aucun rapport avec la société, je pense que c'est à la société de s'interroger et d'essayer de tendre une main plutôt que de dire si c'est ça, on va essayer de fliquer tout le monde pour éviter qu'il y ait un revenu inconditionnel indu versé à certaines personnes. Donc, vous, ce que vous dites, c'est que finalement, il ne faut pas tant réfléchir au financement avec une calculatrice plutôt qu'aux grandes thématiques de société que ça soulève, c'est ça ? Ouais. Alors du coup, si je finis la question du financement, donc on a les moyens, mathématiquement c'est possible. Ça me semblerait plutôt juste parce que c'est la situation injuste qui conduit à verser juste des miettes à des gens qui pourtant contribuent au fonctionnement de la société, qui me semble vraiment, vraiment injuste. Ensuite, une autre raison qui peut conduire à poser la question du financement, c'est se dire, ok, c'est possible, ce serait plutôt juste, mais c'est pas tenable, c'est pas pérenne, parce que si on met en place un revenu inconditionnel suffisant, qui plus est, suffisant pour se passer durablement d'emploi, alors il y a sans doute des gens qui vont décider de se passer durablement d'emploi, ce qui fait que les recettes fiscales nécessaires au financement du revenu inconditionnel vont se faire de plus en plus rares. Et c'est là que ça questionne notre modèle de société. C'est là qu'on se dit, en fait, si une fois qu'on a un revenu suffisant en poche, on décide d'arrêter de bosser, on quitte nos emplois, quitte à consommer moins, alors ça remet en cause les objectifs de la société productiviste. En fait, à quoi bon chercher à produire toujours plus si dès qu'on a la possibilité de se passer d'emploi, on préfère se passer d'emploi ? Oui, mais donc à la fin, le danger, effectivement, vous l'avez souligné, c'est qu'il n'y ait plus de personnes, il n'y a plus assez de personnes qui travaillent pour pouvoir financer ce fameux revenu. Posons-nous les questions différemment. Enfin, à ce moment-là, on doit se dire comment est-ce qu'on fait pour produire suffisamment ? Et c'est cette question du suffisant que j'utilise pour définir le montant du revenu inconditionnel qui me semble essentiel de manière générale dans notre société. En fait, c'est une question qu'on ne se pose jamais en économie. On ne verra jamais un ministre de l'économie dire aujourd'hui, cette année, on a produit suffisamment. Donc, dans le sens, suffisamment, c'est bon, on arrête. Non, l'objectif, c'est toujours de produire plus d'année en année. Cette question du suffisant, c'est une question qui est vraiment transgressive dans une société de croissance. Et quand je dis suffisant, il faut entendre le moins possible. Il faut produire suffisamment, donc le moins possible, pour pouvoir juste préserver notre temps. On a mieux à faire que de produire plus d'année en année. Et c'est ça que le revenu inconditionnel permet de saisir dès lors qu'on en tire toutes les conclusions. C'est ça que je trouve bien vraiment intéressant dans cette proposition, au-delà même de son éventuelle mise en œuvre, c'est que ça questionne systématiquement la société actuelle. Je dis toujours, il faut passer la société au révélateur du revenu inconditionnel. Si on mettait en place un revenu inconditionnel, qu'est-ce qui se passerait ? En fait, ça changerait radicalement notre société et il ne faut surtout pas attendre l'instauration du revenu inconditionnel pour pouvoir transformer la société dans une société qui pourrait mettre en place un revenu inconditionnel. Et vous parliez plutôt dans les raisons qui peuvent pousser à mettre en place un revenu inconditionnel ou en tout cas à se poser la question de la justesse ou de nos salaires aujourd'hui, c'est le critère de pénibilité. C'est qu'aujourd'hui, les emplois pénibles ne sont pas bien rémunérés. La question, évidemment, encore une fois, qu'on peut se poser quand on regarde cette solution ou cette piste de solution de revenu inconditionnel, c'est en quoi et pourquoi des personnes se mettraient à continuer à exercer des métiers pénibles si de toute façon, ils percevaient chaque mois un revenu inconditionnel. Ouais, alors ça c'est suffisant. C'est une très bonne question, mais c'est une très mauvaise objection. Du coup, c'est quelque chose qu'on a systématiquement, effectivement, dès qu'on parle de revenu inconditionnel, qui fera les tâches pénibles si on met en place un revenu inconditionnel. Et du coup, je l'explique dans le livre, c'est l'objection que je préfère, l'objection que je qualifierais de pénible, que je préfère, parce que c'est... en fait, si on l'écoute attentivement, ça revient à dire, alors je fais la version courte, mais qui acceptera encore de faire les tâches pénibles à notre place ? C'est ça, en fait, la vraie question. Parce que si on se pose la question, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a des gens qui sont chargés de réaliser ces tâches pénibles et ils préféraient sans doute faire tout à fait autre chose que de réaliser ces tâches pénibles. Mais ils n'ont pas le choix. Oui, ils le font sous la contrainte, en fait. Ils le font sous la contrainte. Et le revenu inconditionnel lève cette contrainte. Et donc, du coup, la rend visible aussi. La chose problématique aujourd'hui, c'est que cette contrainte, elle est présente partout et on a le luxe de ne pas la voir.
une partie de la population Oui, parce a le luxe. qu'il y a quand même une bonne de pas partie de la l'avoir. population qui exerce ces métiers Oui. pénibles. Eh ben, c'est précisément pas cette partie de la population qui va se dire attendez, si on met en place un revenu inconditionnel, qui va faire les tâches pénibles Pour cette partie-là, qui réalise aujourd'hui les tâches pénibles, c'est plutôt une libération. Par contre, pour tous les autres, là, ça va être un problème. Donc du coup, c'est tout l'intérêt du revenu inconditionnel, c'est de mettre à jour ce type de mécanismes sociaux qui, la plupart du temps, sont invisibilisés parce qu'on a la possibilité de contraindre les gens à faire les tâches qu'on n'a pas envie de faire. Et dernière objection que j'aurais envie de vous opposer, et qui est souvent celles qui sont adressées aux défenseurs du revenu inconditionnel par la gauche, c'est de se dire, mais ça va à l'encontre même de cette pensée d'État-providence et même finalement presque de méritocratie, c'est-à-dire qu'on adapte les aides sociales en fonction de votre situation, en fonction de vos caractéristiques, que vous soyez un enfant, que vous soyez pauvre, que vous soyez handicapé, qu'on adapte les allocations ou les aides sociales à ça. Et là, ça reviendrait à donner exactement la même chose à tout le monde, et donc finalement, peut-être à supprimer ces aides sociales et à mettre tout le monde dans une position d'inégalité encore plus forte, puisque le système ne corrigerait plus ces inégalités qui sont intrinsèques à toute société. Ouais. Alors du coup, c'est la 4e raison qui peut conduire à poser la question du financement. Cette question notamment de la protection sociale, l'impact sur la protection sociale. En gros, l'idée, c'est si on met en place un revenu inconditionnel, quelle modalité de financement on va envisager et à quel prix ? Et la crainte légitime à gauche, c'est de dire on va mettre en place un revenu inconditionnel, mais pour financer ce revenu inconditionnel, on va rogner sur la protection sociale, on va rogner sur les services publics, on va rogner sur le droit du travail. Moi, ma position, elle est assez claire, j'ai toujours défendu comme ça. Si je dois rogner sur quelque chose, c'est sur les inégalités. Donc, en matière de protection sociale, je préconise de conserver toutes les prestations auxquelles le revenu inconditionnel se substitue parfaitement et avantageusement. Donc, ça veut dire que parfaitement, l'objet doit être le même, et avantageusement, ça veut dire que le montant du revenu inconditionnel doit être supérieur à la prestation qui est supprimée. Concrètement, ça veut dire que le RSA, si on met en place un revenu inconditionnel, on le supprime, évidemment, parce que le montant du revenu inconditionnel est plus élevé, les mécanismes de distribution sont bien plus intéressants, et l'objet est quasiment le même. Pour autant, là je tiquais tout à l'heure sur votre question, parce que le revenu inconditionnel n'est pas une aide sociale. Enfin, tel que je le conçois, encore une fois, ce n'est pas une version généreuse du revenu inconditionnel que je défends, c'est une version contributive du revenu inconditionnel. Donc il ne s'agit pas du tout d'une aide sociale. Et donc c'est logique que ce ne soit pas la même, le même raisonnement derrière qui consiste à adapter exactement le montant en fonction des besoins, etc. Donc vous, on garde tout le système de protection sociale qui corrige les inégalités et on y rajoute en fait une transformation profonde du système du travail. Parce que c'est système de répartition. Le système des salaires. C'est pas de la redistribution, c'est de la répartition, dans mon optique. Donc du coup, je ne touche pas à la protection sociale, je ne touche pas au droit du travail, je ne touche pas aux services publics, évidemment, je touche aux inégalités. Mon objectif, c'est aussi de réduire fortement les inégalités.